La matinale sur IDFM Radio Regain. Un dernier point très rapide sur la circulation en Ile-de-France. Actuellement, un petit peu plus de 370 km de bouchons et toujours des difficultés du côté de la 86 intérieure de Besançon vers Colombes. La matinale sur IDFM Radio Regain. Nous regardons aussi rapidement l'état du trafic dans vos transports en commun. La ligne 1 reste encore aussi perturbée. Ça fait déjà un petit bout de temps. La ligne 1 est perturbée, donc suite à un incident technique, ça reprend progressivement, lentement, mais le trafic reste encore un petit peu perturbé. La matinale sur IDFM Radio Regain 98 FM avec l'agenda des villes. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Et vous nous appelez d'où? Et je vous emmène tout d'abord à Deuil-la-Barre qui vous propose jusqu'au 3 février le 20e printemps des poètes. Participez et surtout vivez des moments intenses à travers vos textes et aussi en images sur le thème national de l'ardeur. Si vous aimez la poésie, si vous en écrivez régulièrement chez vous, venez participer à ce 20e printemps des poètes jusqu'au 3 février sur la commune de Deuil-la-Barre. Pour envoyer vos textes avec ou sans illustration, vous faites bibliothèque@deuil-la-barre.fr ou encore le 01 39 84 98 40. À Enghien-les-Bains, des spectacles prochainement au théâtre Barrière d'Enghien-les-Bains, notamment Les Coquettes jeudi 1er février. Elles sont ravissantes, drôles, attachantes. C'est Juliette Faucon, Lola 16, Marie Facundo. Ça vaut vraiment le coup d'œil ce spectacle. Les Coquettes, je vous le conseille vivement jeudi 1er février. Et puis après, par la suite, vous pourrez notamment applaudir Le Temps qui reste. C'est une pièce de théâtre qui aura lieu le vendredi 9 février. À la base, cette pièce était programmée le 26 janvier, mais du coup, c'est reporté au vendredi 29 février. Le Temps qui reste, c'est avec Philippe Lelouch, Christian Vadim ou encore David Brécourt. Ces trois-là ont déjà joué ensemble, notamment dans Le Jeu de la Vérité, ou encore Boire, Fumer et Conduire vite. Et puis encore un dernier bon plan, je vous rappelle l'événement Chante la vie au profit de l'association Monsieur Nez Rouge. L'événement aura lieu aussi à Deuil-la-Barre. Nous retournons à Deuil-la-Barre. Cet événement se produira le dimanche 4 février, donc dimanche prochain, à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre à 15h30. Vous pourrez applaudir le chœur du relais, les voix du lac, les élèves de l'école Pasteur 1. L'événement commence précisément à 15h30 dimanche prochain à la salle des fêtes au profit de l'association Monsieur Nez Rouge. Pour en savoir davantage, le 01 39 83 82 22. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Regain. Et nous retrouvons une nouvelle fois Patricia Lasserre pour l'horoscope du mardi 30 janvier. Bonjour Christophe, ça va toi? On est en direct? Ah oui. Tu me les laisses. Ah non, t'avais rien enregistré. Non. Christophe, tu peux nous mettre l'indicatif s'il te plaît? Salut les branleurs. Oh bah d'accord, Francky. Bonjour. Bonjour. Comme ça ira. Ça va, Francky? Je comprends vraiment. Et si tu m'embêtes, je te bouffe ton casque. Bernard, Daniel de Confront et René de Saint-Maur. Merci. Je parlais pas de toi. Ah non, parce que ça a dit branleuse. Il parlait de lui tout seul en fait. Bon, bah, je m'en vais en fait. Merci beaucoup Patricia. Vos horoscopes sont disponibles sur équitable-voyance.fr sur IDFM Radio Regain. C'était la matinale. Merci à Daniel de Conflans pour sa proposition, Bernard Tapie ou encore à René de Salois qui nous proposait Claude Barthelone. Et non, ce n'est pas cette voix que nous recherchons au 01 34 12 12 22. Réfléchissez, cherchez et revenez demain matin entre 7h et 8h pour nous donner le nom et le prénom de cette personnalité.
01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, et à vous vos places pour le spectacle des années 80 à Saint-Noir. Bonne chance encore une fois, c'était la matinale sur IDFM Radio Roya à 98 FM. Je vous souhaite une agréable journée. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'émission Le Bar de l'économie, présentée par Florence Sueur sur la radio du bien-être. Bye bye, à demain 7h. Tu peux me mettre le gâteau parce que t'es tout prêt. S'il te plaît. 19 janvier, 11 mars 2018, 15e édition de l'hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt. 4 temps forts, une évocation des rites et des mythes. 21 janvier à Saint-Prix, Psyché, tragédie lyrique de Lully. 28 janvier à Saint-Leu-la-Forêt, victoire de Percé d'Afrique interprétée par Roi Marot. 3 février à Saint-Leu-la-Forêt, Bach, Telemann, sur la terre prononcée par l'Academia Dei Dissonanti. 11 mars à Pessancourt, euphone et voix triptyque par l'ensemble Hop. Et autour du festival, concert-conférence, conférences, rencontres et expositions. Renseignements 01 34 18 00 27 hivermusical.org. J'ai un enregistrement à 10h. Les années 80 sont à Saint-Noir avec Stone. Venez chanter et danser au centre Cyrano de Bergerac. Avec des chansons d'Ersan. Bonjour. Nous allons parler Internet, Facebook, c'est ça? Non, aujourd'hui on parle Japon. Et non, mais quand il est venu, c'était sur Facebook. Ah bon? Installez-vous Ah oui, tous c'est les vrai, deux. c'est vrai, c'est vrai. Tiens, Angel, mets-toi là, voilà. Voilà. Qui va arriver? C'est Jackie. Peut-être Philippe. C'est bon enregistré, donc tout va bien. Je sais pas s'il est là, hier il m'a dit que Vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Comment vous appelez? Paul. Paul. Ah, joli prénom. merci. Si vous voulez rester avec nous, voir comment ça se passe, et même faire des infos avec moi dans les prochains jours, moi je veux bien. Je suis avec Christophe. Christophe, s'il a le temps, un petit quart d'heure avec nous le matin, moi je veux bien si vous voulez. Il n'est pas encore formé. Non, mais les textes, ils sont déjà rédigés, les textes. Hein. Oui, d'accord. Donc, il a juste à les lire, c'est pas difficile. Moi, je suis pas d'accord. Si un stagiaire de 13 ans peut parler au micro, lui, Paul peut parler quand même. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça d'être hégémonique sur. Ah non, je suis pas hégémonique comme ça. Bon, allez, à Je tout fais à pas l'heure. participer les gens quand ils savent pas pour l'instant. Ils regardent, ils observent. et non, après- non, non. Qu'est-ce qu'il a mon micro? On dirait qu'il va se. Moi, quand j'arrive dans le studio Oui, d'RTL, le mec, il me dit pas, vous prenez le micro. Hein. J'ai pas de son. C'est dommage. Bah oui, je sais bien que c'est dommage. Mais... On y va là? Encore, en dessous. Ah, tu l'as là. Son casque. Son casque. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux vas-y, t'écouter vas-y, quand tu vas-y, parles, fais tu mets le ce que tu as à casque. faire. Ouais, donc c'est pas En tout cas, parlez près du micro. Ok. Hein? Voilà. Enfin, vous avez des voix d'hommes, donc les hommes, c'est plus puissant que les femmes. Vas-y, prends ta place. T'as pas besoin de là, Charlie. Florence? Bonjour à tous, bonne journée Christophe, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure? Tout à l'heure, nous avons Petit rendez-vous déjeuner, tous les deux. Et puis oui, le petit déjeuner que je vous ai apporté gentiment. Amusez-vous bien. Hein. Merci Christophe. Bon, nous voici tous au bar de l'économie, comme tous les matins, pour une heure de bonne humeur et d'information, avec Charlie aujourd'hui à la technique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder en émission live via Facebook. Merci beaucoup. Et merci aussi de votre confiance pour ceux qui nous écoutent sur la FM 98.0 et par Internet en web radio sur idfm 98.fr. Le bar de l'économie, c'est un croisement d'expérience et de savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons tout de suite, pour parler international et notamment Japon, Jean-François Benon. Bonjour. Bonjour. Jean-François, vous êtes directeur général du CEVO, Comité d'expansion économique du Val d'Oise, et directeur délégué du nouveau cluster, le cluster sécurité implanté en Val d'Oise aussi. À vos côtés, Angel Nguyen Vano, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société Elokami Productions, producteur de films et de publicités,
Attaché au Japon depuis toujours, vous avez réalisé pour la télévision française plus de 170 documentaires sur la culture, l'art, l'histoire, la musique du Japon. Récemment, vous êtes devenu directeur général du festival du film japonais en France, le Kino Taiyo. Et parmi vos projets, la création d'un spectacle vivant avec une artiste virtuelle, c'est de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on parle Japon et intelligence artificielle. On va tout savoir. Vous avez compris pourquoi on évoque le Japon? Eh bien parce que 2018 marque l'année du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. En novembre 2017, le Premier ministre japonais de l'organisation en France a annoncé une série de manifestations culturelles sur le thème « Japonisme 2018, les âmes en résonance » qui se dérouleront entre juin 2018 et février 2019, organisées par la Fondation du Japon. Alors, vers 9h44, c'est très précis, nous aurons Jackie pour un secret de cuisine. Et la start-up du jour est enregistrée, c'est la société Swapcard, une application de networking pour se rencontrer entre professionnels lors d'un événement, vous allez voir. Mais tout de suite, un petit rayon musical avec Charlie Parker, Summertime. Ça vous va? Très bien, c'est classique. Bah, c'est la pépite musicale classique d'entrée de jeu. Après, on va écouter. Oui. Alors donc, qui commence? Angèle ou Jean-François? Bon, je peux peut-être dresser le cadre. Oui, c'est mieux. Oui, parce que là, partant du plus large au plus précis. Angèle, le mieux, c'est qu'il illustre. Je vais peut-être parler de la relation historique avec le. Voilà, moi j'ai préparé quelques chiffres économiques sur le Japon, donc je me glisserai entre deux phrases. Je vais peut-être parler. Oui, c'est ça, je vais parler de pourquoi le Japon et le Valois. Oui, voilà. Enfin, rappeler les 30 ans, blablabla. Voilà, et en même temps. Puis après, ça sera l'illustration avec Angèle. Voilà, et en même temps, il y a un accord stratégique qui a été signé entre l'Union économique et la France en décembre, donc je vous en parlerai brièvement. Donc, et on ne sait pas s'il vient, Philippe, il ne vient pas alors du coup. À mon avis, il va pas venir. Il vient pas. À mon avis, il va avoir des réunions. D'accord. Non, il m'avait dit ça. Je l'enlève. Combien de temps je vous le laisse, Florence? Ça dure combien de temps comme morceau? On a encore 1 minute 30. Et là, ça fait combien de temps? Là, ça fait 1 minute. Déjà? Presque. On a non, 50, on fait 58 secondes. On fait 2 minutes, pas plus, parce qu'il faut qu'il puisse parler. D'accord. Et si on veut écouter un peu toutes les musiques, j'ai pas regardé le temps des musiques. Je sais pas. J'ai pas regardé. Non, mais j'ai juste écouté. Que 2, tu vois. Non, mais on peut mettre 1 minute 30, Ouais, 1 minute et demie. Le Shooting Star dure 4 minutes 50 et Wigota dure 5 minutes. Ah non, ça sera toujours 1 minute 30, ça sera pas beaucoup plus. Hein. Très bien. Parce qu'il faut que. C'est des illustrations musicales par rapport au projet japonais. Du coup, il vient Philippe ou pas alors? T'as des nouvelles? C'est lui qui m'avait dit hier qu'il viendrait. Peut-être qu'il va arriver là, mais attendez, il peut arriver à 9h15, on a. Oui. Florence, vous êtes prête? Oui. Vous êtes sur IDFM, nous écoutions Charlie Parker. Alors nous sommes aujourd'hui avec Jean-François Benon, directeur général du CEVO, et Angèle Nguyen Vano pour parler du Japon, car le Val d'Oise a une grosse histoire de relations économiques avec le Japon. Je vous rappelle que le Japon compte 126 millions d'habitants. Ils sont régis par une monarchie parlementaire dirigée par Shinzo Abe, le chef du gouvernement, et on y vit en moyenne jusqu'à 84 ans. Alors Jean-François Benon, quelle relation le Japon et le Val d'Oise? Écoutez, c'est une vieille histoire en réalité, puisque nous avons fêté en fin d'année dernière le 30e anniversaire de l'institution de ces relations officielles entre le département du Val d'Oise et le Japon, et en particulier le département d'Osaka, qui est la troisième ville de ce beau et grand pays. Cette relation est à la base une relation humaine. Un président de conseil départemental, Pierre Salvi, en 1985, parce qu'il était sénateur, se rend au Japon. Il a l'occasion de rencontrer sur place le gouverneur de ce département d'Osaka. Les deux hommes se trouvent des points communs. Ils discutent PME-PMI, ils discutent construction d'aéroports. C'était l'époque où Osaka préparait la construction de son nouvel aéroport sur une île artificielle dans la mer à 4 km de la côte. Et dans le Val d'Oise, évidemment, le développement de Roissy était d'actualité. Et donc, ils trouvent également des points communs sur le plan philosophique autour de la fondation Royaumont dans le Val d'Oise et autour de la fondation Osaka pour le XXIe siècle,
est également une fondation du même type culturelle à Osaka. Le résultat de tout ça, sur la base de cet accord et de cette sensibilité commune, les deux hommes décident de nouer des liens institutionnels entre les deux territoires. Et c'est comme ça qu'en 1987 est instituée cette relation d'amitié, de coopération entre le département du Val-d'Oise et le département d'Osaka. 30 ans, depuis 30 ans, il s'est passé énormément de choses. L'agence de développement économique, le CEVO, que je dirige, a été impliquée dès le départ pour assurer le lien entre le Val-d'Oise et le Japon. Nous nous sommes beaucoup impliqués évidemment depuis 30 ans et les résultats aujourd'hui sont concrets puisque notre département est l'un des tout premiers, sinon le tout premier en France après Paris, à accueillir des sociétés à capitaux majoritairement japonais. On évalue à peu près à 60 et 70 le nombre de sociétés japonaises qui ont choisi de s'implanter dans le Val-d'Oise. Et pour donner des chiffres récents, au cours des 2 dernières années, c'est 6 sociétés japonaises nouvelles qui ont décidé d'investir dans le département et certaines d'entre elles dans des outils de production, des belles usines ou des centres de R&D en biotechnologie. C'est le cas de Daito Kasei dans la cosmétique ou de Sysmex dans le domaine des biotechnologies. Voilà, donc le résultat il est très concret sur le plan économique, bien sûr. Il est également concret parce qu'on a des sociétés du Val-d'Oise qui ont décidé de se développer au Japon et c'est pas facile, c'est un pays magnifique, plein d'opportunités, mais en même temps un petit peu difficile d'accès parce qu'il y a des complexités réglementaires. Les Japonais sont extrêmement exigeants sur la qualité des biens et des produits qui viennent de l'extérieur et donc pour des sociétés françaises, c'est pas simple. Nous accompagnons depuis des années ce travail de relationnel entre le Val-d'Oise et le Japon et encore une fois il y a également des sociétés, je pense à Vigon qui a décidé d'implanter une filiale à Osaka, c'est le cas de Axon qui s'est implanté à Nagoya et de quelques autres et avec beaucoup de succès une fois qu'on a dépassé ces premières contraintes un peu administratives et réglementaires, ces sociétés se portent très bien dans leurs filiales japonaises et on en est très fiers dans les échanges. Après ça, nous avons beaucoup travaillé sur les échanges académiques et aujourd'hui on est très fiers parce que ce sont 5 établissements d'enseignement supérieur du Val-d'Oise qui ont aujourd'hui des liens étroits avec des universités au Japon. C'est le cas de l'ESSEC, historiquement bien sûr, mais c'est aussi le cas de l'université de Cergy-Pontoise en elle-même, c'est le cas de plusieurs écoles d'ingénieurs, notamment l'ENSEA, l'école d'électronique et de ses applications à Cergy, le ISTI, une grande école dans le génie mathématique et le génie logiciel à Cergy également, et puis l'école de biologie industrielle, qui a à la fois des liens d'ailleurs avec Osaka, l'université d'Osaka, mais également depuis quelques semaines, nous étions sur place il y a quelques semaines, cette belle école d'ingénieurs en cosmétique et en biologie a signé un nouvel accord avec l'université de Saga dans l'île de Kyushu, et tout ça est très prometteur pour les échanges d'étudiants, d'enseignants. Et puis il y a la culture, et ça va faire le lien avec votre invité et notre invité, c'est le monde de la culture est également une source de nombreuses coopérations entre le Val-d'Oise et le Japon et le Centre des Arts à Enghien-les-Bains, puisque nous sommes à Enghien à nouer des liens qui sont d'abord culturels, mais qui sont aussi à la jonction entre l'économique, le technologique et le culturel, en signant un accord magnifique, parce que c'est pas simple, ce type d'accord de coopération avec Knowledge Capital. Knowledge Capital, c'est un consortium qui réunit une dizaine des plus grandes sociétés japonaises du monde du BTP et de l'aménagement, qui développent des nouveaux quartiers autour de la gare d'Osaka, et qui a décidé de s'appuyer, grâce à la rencontre que nous avons organisée, sur les compétences du Centre des Arts d'Enghien dans le domaine du digital, du numérique, pour que le Centre des Arts d'Enghien vienne apporter des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux modèles pour l'animation de ce nouveau quartier de Knowledge Capital, qui a en fait une cité de l'intelligence, un hub de l'intelligence, parce que c'est un quartier nouveau qui est situé sur l'une des plus grandes gares ferroviaires du monde, qui est un véritable hub dans lequel transitent des millions de passagers tous les jours. Et le fait d'insérer du digital, du numérique, de la connaissance sur un hub ferroviaire, ça crée de la synergie, ça crée des rencontres entre les habitants, entre les chercheurs, les universitaires, les académiques et les technologiques. Et tout ça fait effectivement de la fertilisation croisée, comme les Japonais savent le faire. Le fait que le Val-d'Oise, à travers Enghien-les-Bains, à travers son centre des arts, soit reconnu comme le fournisseur du savoir-faire digital dans une opération de cette ampleur, je crois que c'est une superbe reconnaissance
des savoir-faire que notre département recèle en matière de technologie et de numérique. Voilà. On pourrait continuer, il y a beaucoup d'autres opérations. Nous sommes très fiers, et la présidente du conseil départemental, Marie-Christine Cavecchi, Philippe Sueur, premier vice-président en charge du développement économique, qui accompagne depuis des années ces projets, se sont félicités il y a quelques semaines lors de la visite du gouverneur d'Osaka dans le Val d'Oise, parce que c'est une aventure qui ne va pas s'arrêter au bout de 30 ans, elle continue. Un nouvel accord de coopération a été signé à cette occasion entre la présidente du département et son homologue gouverneur d'Osaka. Nous avons des grands projets de sociétés technologiques du Val d'Oise qui ont des ambitions au Japon. Je pense à la société qui fait le robot Partnering Robotics, qui fait un robot qui purifie l'air ambiant et qui a des grandes velléités de développement au Japon. On a beaucoup de choses encore à continuer à faire. On a des projets d'implantation de nouvelles sociétés japonaises dans le Val d'Oise. Voilà, le programme et la feuille de route est bien chargée, et au travers de l'expérience dont va vous parler sans doute maintenant Angel Nguyen Vano, qui est vraiment l'un des hommes dans ce département qui connaît le mieux le Japon et qui développe en tant que chef d'entreprise des relations régulières là-bas, il y a encore énormément à faire et beaucoup de potentialités. Et en ce qui nous concerne, pour avoir été un petit peu le bras armé de cette politique qui a été voulue par des élus à l'époque, on s'en félicite et on souhaite évidemment accompagner, on continue à le faire évidemment, toutes les initiatives qui peuvent se développer entre notre département du Val d'Oise et le Japon en général. Merci Jean-François Benon. Justement, Angel Nguyen Vano, avant de prendre la parole, vous nous avez amené quelques musiques. Je vous propose d'en écouter une que vous pourrez commenter juste après. Bon, j'ai fait tout d'un coup comme ça. Ouais, je vois ça. Vous êtes débarrassé. 10 minutes. Mais ouais, mais c'est bien, comme ça c'est fini, tranquille. D'accord. Non, mais j'aurais bien voulu, parce que Ah mais non, mais sinon faut les m'interrompre. c'est très intéressant le concept, je trouve, No Way, No Way Capital, c'est tout à fait passionnant. Non, mais parce que c'est unique, le fait que ce soit une petite, enfin une structure comme la nôtre, d'Enghien-les-Bains, qui est signée aujourd'hui dans le consortium, ils se retrouvent avec, comme si on était avec Vinci, Bouygues. Non, et puis ce qui est très intéressant, c'est leur manière de construire. Moi, j'avais visité leur centre commercial. C'est leur philosophie, c'est-à-dire que on inclut à la fois dans une gare des commerces, mais des bureaux. L'idée, c'est pépinières d'entreprise, voilà, des centres de recherche, des espaces ouverts à des Fab Labs, des centres de recherche, à la démonstration carrément de nouveautés produits éphémères. C'est incroyable, où le public peut venir, c'est super. Ouais. C'est l'idée du hub. L'idée du hub de la connaissance, c'est un très beau concept. Hein. Profiter d'une gare où il y a 4 millions de passagers tous les jours. Ah oui, c'est extraordinaire, je trouve. Et en faire comme ça un lieu de rencontre entre les chercheurs, les profs, les enseignants, les jeunes. C'est fabuleux comme concept. Nous, on n'a pas fait ça. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de ce concept. Si on a le temps, on pourra reparler de ce concept, parce que c'est très intéressant. L'ordinateur prend la main à 9h58. D'accord. Donc on nous enlève de 2 minutes. Oui, je sais. On nous enlève 3 minutes en général même. Chaque fois. Bon, on va reprendre. Ça fait combien de temps là? C'est déjà 14. Ouais. Vous êtes prête? Alors Angel Nguyen Vano, expliquez-nous cette musique que nous venons d'entendre. Je ne sais pas si je suis capable d'expliquer la musique. Par contre, ce que je peux faire pour vous, c'est vous donner des informations. Donc il s'agit de la chanteuse IA. Donc c'est une chanteuse vocaloïde. Donc, qu'est-ce qu'une chanteuse vocaloïde? En fait, le vocaloïde, c'est une banque de données donc, qui fonctionne sur la technologie inventée par Yamaha, voilà, qui permet de composer, en fait, comme on composerait de la musique, mais avec la voix donc, de cette banque de données, et donc ça permet de donner vie à des personnages en musique. Donc, pourquoi est-ce qu'on a écouté ça maintenant? Parce que ce projet, en fait... donc qui existe déjà au Japon depuis déjà quelques années. Un nouveau spectacle en fait qui va être créé cette année, et c'est une collaboration, donc une coproduction entre le Centre des Arts d'Enghien, la société donc First Place qui s'occupe de ce personnage qui s'appelle IA, et également donc ma société Elokami Productions. Alors ce personnage IA c'est une banque de données musicales créée à partir de voix réelles, puis après synthétisée par un ordinateur, ou tout est produit par un ordinateur sans du tout l'intervention de la voix humaine? Alors c'est tout à fait ça, en fait, c'est effectivement une voix humaine qui a été enregistrée. On enregistre chaque syllabe
chaque tonalité, et ensuite ça nous permet de créer une banque, une véritable banque de données, et ça nous permet de faire de la composition avec. Parlez-nous de ce projet donc avec le Centre des Arts que vous venez d'évoquer. Alors, là, le nouveau spectacle de IA, donc, qui s'appellera Aria. Alors, IA, ça veut dire intelligence artificielle. Oui, mais alors en même temps, c'est compliqué parce qu'en même temps, c'est un nom. Oui, exactement. C'est le nom du personnage. Donc, il y a une petite histoire un peu intéressante. Je vais la faire courte, mais en fait, la base de données sur laquelle est construite la voix de IA vient d'une chanteuse qui s'appelle Lia, qui a arrêté sa carrière et donc son management, pour pouvoir continuer d'utiliser la voix superbe de sa chanteuse, a décidé de créer cette banque de données. Et ensuite, c'est devenu ce que c'est devenu maintenant. Donc en fait, c'est une coïncidence heureuse, on va dire, mais ça fait beaucoup de sens. Au final, c'est vrai que ce personnage, donc c'est un personnage virtuel, donc on peut le voir, hein, il a un look très animé, manga. Mais par rapport au spectacle, en l'occurrence à la coproduction qu'on est en train de mettre en place, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va dépasser un petit peu le concept général du Vocaloid pour pouvoir insérer de l'intelligence artificielle et donner une personnalité propre à ce personnage. Est-ce que ça veut dire que c'est un projet où on va se retrouver avec comme un hologramme devant nous qui va danser sur scène et chanter sur scène? Alors tout à fait, oui, c'est le principe au Japon des concerts Vocaloid, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais là, en l'occurrence, on va aller beaucoup plus loin que ça dans le spectacle, en intégrant de la stéréoscopie sans lunettes. Donc c'est une espèce de sensation, on va dire 3D, mais sans lunettes. On aura aussi de l'odorama, il y aura aussi de la réalité augmentée. On essaye de faire un show vraiment très très innovant, donc qui utilise toutes les nouvelles technologies. Et qui ne s'est jamais vu pour le moment. Donc, voilà, en France, c'est une première. Ce sera une première mondiale. C'est la première mondiale de la tournée qui va se dérouler de 2018 à 2019. Voilà, pour l'instant, 35 dates dans le monde entier. Ah, bravo. Voilà, et on fait l'ouverture au bain numérique, donc le 14 juin. C'est le spectacle d'ouverture des bains. D'accord, donc c'est une production complètement créée entre le Centre des Arts et vous? Entre le Centre des Arts, El Okami et bien entendu la société japonaise First Place. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à soulever parce que des collaborations comme ça, franco-japonaises, c'est quelque chose qui est, comme Jean-François a pu l'évoquer, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc pour que les Japonais puissent nous faire confiance... Pourquoi c'est pas évident? Pourquoi c'est difficile de travailler avec les Japonais? Pourquoi c'est long de travailler avec les Japonais? Alors c'est essentiellement une histoire de confiance. Ça c'est le premier point. C'est aussi la barrière de la langue, hein, on a beau dire, des problèmes de peur d'incompréhension de leur part aussi, de ne pas arriver à se faire comprendre correctement et qui a un malentendu à un moment donné. Il n'y a rien de plus difficile pour un Japonais que dans une situation de malentendu. Donc c'est vraiment pas évident et c'est des collaborations qu'on travaille sur des années entières pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec le Japon? Avec le Japon, je travaille de façon très régulière, c'est-à-dire vraiment tous les jours, ça fait à peu près 6 ans. Voilà, donc... Et avant de signer la première affaire, il vous a fallu combien de temps pour... C'est un peu plus compliqué que ça, mais si pour globaliser, on va dire, pour une société... normal qui veut commencer à faire de l'export, etc. Déjà, il faut s'y rendre très souvent parce que les échanges au Japon, c'est, comme je parlais de confiance, mais c'est aussi du relationnel physique. Hein. On est vraiment dans le... Voilà, on doit se rencontrer, on doit arriver à se cerner. C'est la parole qui compte avant tout. Donc voilà, il faut vraiment être sur place et ce genre de collaboration peut prendre, on va dire, entre 1 an et demi et 2 ans. Oui, parce qu'il faut rappeler que la première règle au Japon, c'est qu'on ne doit jamais dire non. On doit toujours dire oui, mais ça on peut, mais on peut pas dire non. On peut pas. En fait, on ne dit pas non, on ne dit pas non, mais on a plein de manières de faire comprendre que c'est non. Voilà, c'est-à-dire si c'est oui au Japon, c'est oui, mais si c'est pas oui, c'est tout le reste c'est non. Un peut-être, un chotto, voilà, tout est interprétable, mais voilà, si c'est pas oui, c'est non.
D'accord, mais on ne doit pas dire non abruptement. En tout cas, les Japonais, c'est leur première règle de collaboration économique. On va écouter un autre extrait de ce que vous nous avez apporté. Oui. Faut que je touche un mot aussi du CEFJ, rapidement. C'est pour ça que c'est des pauses musicales, c'est pour que vous arriviez à bien recentrer votre pensée pour savoir. C'est très utile. Florence, qu'est-ce que vous voulez que je vous mette comme musique de fin? N'importe, Ed Sheeran, ça va très bien. Ou non, parce que là, je vous ai mis. Comment on dit, chanteuse virtuelle. Après, vous avez. C'est une chanteuse virtuelle, non? C'est ça, on peut dire ça. En fait, on essaie de se détacher du Vocaloid, donc qui est Tokyo, la technologie Yamaha, pour vraiment créer une entité à Et un part, quatrième Dancing qu'elle ne Garden. soit pas associée à tout ce qui est Donc, on peut déjà terminer C'est avec IA, ça. hein, YA. IA, non, IA. Alors donc, IA. alors donc là, tu veux qu'on insiste sur quoi? Je pense qu'on peut parler du. Attends, Donc. ce qu'il me dit, Ludo. Je pense qu'il. Ah, parle dans le micro. Donc c'est la création d'un vrai personnage virtuel. Ouais, on peut parler de ça. Comme un manga, en fait. C'est bien ça, le projet. Non. À l'image d'un manga. À l'image. C'est pas un visage européen. Non, elle est animée par une société française, ça je peux en parler aussi. Oui, donc, il faut en parler. Mais le visuel sera de type manga. Est très japonais. Oui. Donc c'est de type manga, c'est-à-dire un visage assez rond. Animé, ouais, voilà, d'accord. C'est compréhensible aux Français si on dit de type manga, on sait ce que c'est. Ouais. Bon, je vais parler de ça et du CEFJ. Alors qu'est-ce que c'est le CEFJ? Le comité d'échange franco-japonais. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est économique. Et est-ce que ce personnage après va rentrer dans le festival du Kino Taio finalement? Non, pas du tout. Non, rien à voir. Rien à voir. Ouais. C'est deux choses différentes. Ouais. Quel jour c'est ça, en juin, le 4? 14, il a dit. 14. D'accord. La publique, ouais. On va faire des privés le 13. On va peut-être reprendre là. Ouais. On a 1 minute 12 pour l'instant. De passer On attend On encore a 24. 30 secondes. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous parles des documentaires que tu as pu faire. Ouais, bien sûr. En plus, on a une grosse actu en ce moment, on n'arrête pas de passer à la télé au Japon. Pourquoi ils vous font venir? Pourquoi ils interviewent? Parce qu'on est à Sapporo, Oui. et donc pour eux c'est incroyable, tu sais, une télé qui vient filmer pendant 15 jours. C'est exotique. Pour qui c'est incroyable? Pour les Pour les Japonais? Japonais, ouais. Ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Nous voici de retour avec Jean-François Benon et Angel Nguyen Vano. Nous parlons Japon aujourd'hui, puisque je vous rappelle que c'est l'année du Japon cette année, pour plein de manifestations qui se dérouleront entre juin 2018 et février 2019. Angel Nguyen Vano venait de nous dire que le 14 juin à Enghien-les-Bains aura lieu au Centre des Arts une première mondiale. Alors le projet IA. Donc la première mondiale, le projet IA, c'est donc le concert holographique d'un personnage Vocaloid virtuel, donc japonais. Voilà, c'est un concert complètement unique et totalement innovant. Et voilà, ça sera une avant-première mondiale, effectivement, le 14 juin au Centre des Arts. Donc c'est un personnage qui va être féminin, masculin? Alors IA, effectivement, c'est un personnage féminin. Donc c'est très girly, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Donc le spectacle, les musiques, les compositions musicales sont internationales, donc on n'est pas sur de la composition purement japonaise, donc c'est très accessible. Il va y avoir donc on a un compositeur français aussi qui fait une des chansons qui s'appelle Benjamin Childon. On a également un compositeur qui s'appelle Draco Rosa qui a fait des tubes sur de la musique latino aux États-Unis et dans le monde. Donc voilà, on a plusieurs collaborations. D'accord, donc tout va être nouveau finalement, à la fois les chansons, les musiques et le personnage. Exactement. Ah oui, je comprends. Donc c'est vraiment une création mondiale, une première. Tout à fait. Alors qui travaille autour de ce projet, hormis les deux artistes que vous avez nommés? Autour de ce projet, on a une société d'animation française qui s'appelle Big Company, voilà, qui est basée à Lyon.
et qui gère toute l'animation du personnage. Donc ça, c'est du travail d'ordinateur? Alors c'est de la composition 3D, de la création 3D, de l'animation du personnage. En fait, les chorégraphies du personnage, parce que c'est très dansant hein, comme concert, les chorégraphies du personnage sont faites en motion capture. Donc, c'est-à-dire on met des capteurs sur une personne qui danse, qui reprend une chorégraphie, et à partir de là, cette motion capture va être utilisée et animée, et on va mettre, on va dire, un modèle 3D par-dessus, et ça va être ce personnage-là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir confondre ce personnage avec une personne réelle? Est-ce que Alors ça bluffe c'est tout à fait l'objectif, c'est-à-dire que elle ne sera pas réelle dans le sens où elle n'a pas un physique humaine. Hein. Le design sera très animé, manga, mais par contre la technologie qu'on veut employer, donc le personnage va évoluer au cours des concerts, et la technologie d'intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure, c'est là qu'elle intervient, c'est-à-dire que la société Monogokoro, qui est une société japonaise, développe en ce moment une intelligence artificielle basée sur les sens et sur les émotions. Donc c'est quelque chose d'assez unique, ce qui va permettre à notre personnage de ressentir au travers de sa tournée différentes choses, c'est-à-dire de communiquer avec les gens, de ressentir des ambiances de foule, de réagir en fonction de ce qu'on va lui dire, etc. Donc on est vraiment sur l'ambition de créer un personnage qui a une entité propre, entre guillemets, voilà, qui a une résonance personnelle. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce projet et qui mêle vraiment la technologie avec l'artistique. On en parlait la semaine dernière parce qu'on parlait du Paris Image Digital Summit et donc de la création numérique. Et c'est ce qu'on se disait, les humanoïdes vont-ils avoir autant d'émotions que les êtres humains? On a hâte de découvrir cette nouvelle star, si je puis dire, mondiale, le 14 juin prochain. Alors Angel Nguyen Van Oh, vous êtes très impliqué dans les relations franco-japonaises et vous avez créé pas mal de documentaires. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Oui, alors juste avant, je vais vous parler du comité d'échange franco-japonais. Voilà, dont je fais partie, je suis administrateur là-bas, et c'est une association de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui s'occupe des relations franco-japonaises entre les entreprises. Donc c'est très important pour les sociétés qui veulent s'exporter au Japon, donc les sociétés françaises qui veulent s'exporter au Japon, de participer aux ateliers organisés par le CEJ, ou pourquoi pas d'y adhérer, parce qu'à l'intérieur on a des petites entreprises, mais aussi des très grosses entreprises. Hein. On a Renault, Mitsubishi, Toyota, Fujitsu, et du côté français, je vais dire Renault, on a aussi Engie, voilà, il y a vraiment beaucoup de grosses sociétés. C'est très intéressant de participer à ces échanges. Donc voilà, c'était un petit aparté sur le CEJ. Mais alors comment on fait pour, si on est une jeune entreprise et qu'on veut venir adhérer ou venir à des réunions? Alors, cefj.org. Tout Tout simplement. Il y a toutes les informations, il y a un LinkedIn, il y a un Facebook, il y a un Twitter aussi également. Donc voilà, on peut se renseigner. C'est gratuit ou bien c'est payant? Non, c'est payant, mais c'est pas très cher. Voilà, c'est pas très cher par rapport à tout ce que ça peut apporter en termes de business, c'est très intéressant. Alors, je voudrais revenir au niveau financement sur le projet dont on a parlé tout à l'heure, le projet musical et de spectacle même, carrément. Est-ce que c'est un projet qui coûte cher en développement et en financement? Comment on fait pour se financer? Alors, effectivement, c'est un projet qui coûte cher. Pour l'instant, sur le plan de financement, on est sur un budget à 800 000 €. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et au niveau des financements, on est sur du financement français, de l'apport en industrie en France, du financement privé au Japon d'entreprises qui participent au projet, et également de subventions du gouvernement japonais. D'accord, donc ça prend du temps de monter, je pense, un projet comme celui-là. Oui, ça prend du temps. Ça fait, on va dire que, et encore, on est assez rapide, mais voilà, ce projet se monte sur 1 an et demi. 1 an et demi, voilà, il faut et prévoir. l'aboutissement sera pour juin. Voilà, tout à fait. Et les contacts auparavant qu'il faut avoir pris, il vous a fallu combien de temps en plus de l'année et demie? Non, tout ça c'est en cours, mais bon, après, en fait, on vit beaucoup aussi sur la notoriété du personnage, parce que on parle d'un nouveau spectacle.
mais ce sera pas le premier spectacle. Donc ce personnage est très connu à l'international, hein. Vous pouvez regarder sur la société internet. Voilà, il y a les sites, il y a des milliers de vidéos sur internet, des millions de vues. Donc voilà, on parle pas d'un projet qui démarre de zéro, en fait. C'est une vedette établie. C'est une vedette déjà au Japon. Exactement. On vous propose d'écouter une autre musique que vous nous avez apportée, Angel Nguyen Vano, et ça s'appelle J'ai un trou de mémoire. Je vous le dirai après. Oui, le documentaire. Ok, est-ce qu'après on en vient à l'actualité, ou bien est-ce que tu as encore d'autres choses à nous dire sur des différents... Bon, je peux parler des documentaires en 2 minutes. Oui, d'accord. Et après on peut enchaîner. On enchaînera sur l'actualité, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça fait plaisir de se retrouver. Ça va? Oui, ça va, je te fais la bise. Oui, oui. C'est la pause musicale, alors je parle pas, donc on peut. Bonjour. Angèle, enchanté. Moi je suis déjà venu, je suis passé. Bonjour, Cathy, vous me mettez là? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la musique là, ou comment c'est fait? C'est que par ordinateur là aussi? Ah oui, tout à fait. C'est le même artiste. Donc là, il faut que tu expliques. Donc c'est l'artiste tout par ordinateur, que tu réexpliques ce que c'est, hein. D'accord? Ouais. Ah d'accord, on fait des commentaires en direct. Ouais. Donc, Ça c'est pas bien, c'est déstabilisant. je vous l'ai mis à 0,19 hein, pour le start-up. Oui, merci. Merci Charlie. On va à 34. On va à 34. Il reste combien de secondes? Moi, il m'entend pas, il a son place. Donc là, c'est Tokyo? Ça, c'est Tokyo, oui. Tokyo. C'est ce que vous m'avez demandé en 3. Et Dancing Far West, c'est la dernière. c'est Bon, ça? on la passera en fin d'émission. Donc, du coup, je vais faire un lien sur mon YouTube parce qu'on a fait un docu sur. Donc c'est tout à fait le genre de musique qu'on va entendre le 14 juin. Alors, il y aura des trucs un peu plus internationaux aussi. Hein. Parce que là, ça reste le son est particulier. Ouais, mais c'est Oui, très on voit très bien, très Très japonisant, japonisant. ouais, bien sûr. Florence. Surtout la voix est très aiguë. On y va. Et voilà, c'était le moment des vocalistes par ordinateur. Alors oui, là, il n'y a pas de chanteuse réelle, on va dire, qui chante. Hein. C'est vraiment de la composition sur la base du logiciel Vocaloid. Alors parlez-nous un petit peu des documentaires que vous avez fait pour le Japon, enfin pour la France, au Japon. Voilà, alors en fait, on a une émission qui passe quotidiennement sur une chaîne qui s'appelle J1, donc, qui fait partie du groupe Viacom. Donc vous connaissez peut-être Game One, qui est une chaîne spécialisée dans les jeux. J1, c'est une chaîne spécialisée dans le contenu japonais et asiatique en général. Et donc là, on est sur la 5e saison de notre émission, ce qui représente donc 200 documentaires. On aura terminé 200 documentaires cette année. Voilà. Et donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus. De quoi Par ça rapport parle à ces ça, documentaires hein? Ça parle de culture, d'art, de vraiment tout ce qui est possible et imaginable au Japon et qu'on ne connaît pas forcément. Donc des recettes de cuisine. C'est vraiment des émissions découvertes. Des recettes de cuisine aussi, je Bon, suppose. alors on parle pas, c'est pas des recettes, mais on parle effectivement de gastronomie, donc de spécialités, de régions. Donc c'est histoire de faire découvrir la culture japonaise aux Français, je suppose. Exactement, et pourquoi pas de constituer des carnets de voyage aussi également pour les personnes qui Ce qui est souhaiteraient très visiter, intéressant. Voilà, et donc ça marche plutôt bien. On a une très bonne notoriété au Japon par rapport à ça. Et en fait, la concrétisation de ces documentaires, avec les accords avec les préfectures et ce genre de choses qui ont été faites pour rendre ça réalisable, donc a été fait grâce par l'intermédiaire du CEVO, donc du Comité d'expansion économique du Val d'Oise, représenté par Jean-François Lenon, qui nous a mis en contact avec certaines personnes de préfecture, etc. Donc ça m'a permis de montrer un petit peu déjà ce qu'on savait faire en termes de documentaires. Et ensuite, on a eu des portes ouvertes
par rapport à la création et donc on se fait accueillir magnifiquement par les préfectures. Là en ce moment même il y a un tournage de la Sapporo, donc il y a les chaînes au Japon qui reprennent ce documentaire. Donc nos équipes elles-mêmes sont interviewées sur place. On a NHK hier, aujourd'hui c'est TBS, le Asahi Shimbun, donc voilà, on a toute la presse. Donc là vous citez les grandes chaînes ou médias japonais. Voilà, exactement, qui relaient notre tournage, donc ça fait plaisir d'être un petit peu... Donc là, vous venez de nous dire comment vous avez pu aller au Japon grâce finalement au voyage du CEVO dans lesquels vous êtes intégré, j'imagine. Et au fur et à mesure des années, les contacts commerciaux se sont développés et vous avez pu avoir la confiance des Japonais. Voilà, pour résumer, c'est ça. Voilà, on a bien compris. Ça a bien aidé, c'était un bon support pour développer. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une base, bien sûr, de travail et de contact, mais ça a permis de développer à une échelle un petit peu plus institutionnelle. Voilà, donc voilà, ça c'est très intéressant. C'est pourquoi on dit que les réseaux sont importants et que si on veut se développer à l'international, il ne faut pas y aller tout seul. Exactement. Il vaut mieux y aller un petit peu au départ en groupe. Et surtout, comme on disait, profiter de la confiance qui est déjà acquise par le CEVO pour pouvoir proposer derrière son contenu, parce que voilà, on est toujours sur cette relation de confiance. Alors, un invité surprise vient d'arriver dans le studio, c'est Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, bonjour. Bonjour à tous. Nous étions en train de parler nous terminions notre entretien sur les projets du CEVO à l'international et d'Angel Nguyen Vano par rapport au spectacle mondial qu'il va donner avec le Centre des Arts le 14 juin. Et nous allions parler, nous allions aborder l'actualité. Donc je vous propose, Philippe Sueur, de commenter si vous le voulez. Alors, dimanche 28, et nos autres invités peuvent commenter aussi. Dimanche 28 janvier, il fallait revoter dans la première circonscription du Val d'Oise pour les législatives. La candidate de La République En Marche, Isabelle Muller-Coix, est arrivée en tête du premier tour, qui s'est tenu, donc, je l'ai dit, dimanche, il y a 2 jours. Car son élection de juin dernier avait été annulée par le Conseil constitutionnel. Alors, très faible participation, abstention à 79,7%, seulement 16 746 votants, 130 nuls, 332 blancs, ce qui donne 16 284 exprimés. Isabelle Muller-Coix arrive en tête avec 4 768 voix, ça veut dire 29,28%, talonnée par Antoine Savignat, les Républicains, 3 855 voix, 23,67%. Voilà, le second tour est prévu le 4 février. Allez voter. Cette circonscription concerne les villes de Magny-en-Vexin, Vigny, Pontoise ou encore Beaumont-sur-Oise. Les chiffres de la croissance, ils sont de 1,1% en 2017. L'INSEE relève sa prévision de croissance à 1,9% pour 2018. Une croissance jamais vue depuis 2011, mais qui pour l'INSEE ne fera pas décroître le taux de chômage, ou en tout cas que très légèrement cette année. Pourquoi ? Cette bonne prévision est due à l'optimisme des chefs d'entreprise. Le climat des affaires a atteint en novembre son plus haut niveau depuis 2008. La production qui devrait être dynamique dans l'industrie, mais est dynamique aussi pour les services. L'investissement également des entreprises devrait rester particulièrement solide et progresser de 1,2% a progressé de 1,2% au dernier trimestre 2017. Et on annonce entre 1,1 à 0,9% sur les deux premiers trimestres 2018. 38% des entreprises déclarent souffrir de difficultés de recrutement, du jamais vu depuis 10 ans. Une étude Pôle emploi dévoile qu'entre 200 000 et 300 000 projets de recrutement ont été abandonnés, faute de candidats en 2017. Troisième info du jour, le Grand Paris Express, ligne 17. Vendredi, je vous ai annoncé la première réunion de concertation sur cette ligne 17, le métro du Grand Paris Express, comme on l'appelle. Cette réunion avait lieu en préfecture de la région, en présence des élus du Val d'Oise présidés par Marie-Christine Chiavecchi, pour s'entendre dire, de la part d'Édouard Philippe, qu'il est nécessaire d'ajuster le calendrier à la réalité technique et budgétaire du projet, mais que d'ici à 1 mois à 2 mois, le gouvernement apportera quelques éléments et une décision, on l'espère. C'est vrai que tous les élus craignaient bien que cette consultation ne soit qu'un écran de fumée, comme ils disent, pour annoncer le retard d'un projet indispensable et d'ores et déjà financé par le contribuable de nos territoires depuis quelques années. Alors, le gouvernement, pourtant, les gouvernements précédents s'y étaient engagés en 2010, puis en 2013, avec une livraison
à 2024. Et donc c'est cette date de livraison qui est remise en cause. Pourquoi se doutait-on de ce report de décision? Eh bien, la Cour des comptes, dans un rapport rendu public le 17 janvier, s'est alarmée du dérapage considérable du coût du Grand Paris Express. La Cour des comptes appelle à revoir le calendrier de réalisation du projet et à réviser également son périmètre. Il préconise aussi de doter la Société du Grand Paris d'effectifs suffisants pour piloter une opération d'une telle ampleur. Les sages de la Cour des comptes pointent aussi le sous-dimensionnement de l'établissement public pour mener à bien un tel projet. En fait, on parlait au départ d'un coût de 22 milliards en mars 2013 et il s'élèverait maintenant aujourd'hui à 35 milliards. Vous voulez peut-être réagir? Oui, volontiers, mais il y a beaucoup de matière. Trois informations extrêmement importantes. Quelques mots sur ce scrutin de Pontoise. C'est un test national avec Belfort, hein, bien entendu. Les résultats sont intéressants parce que pour le candidat républicain, il y a des reports de voix possibles. Hein, il y a des reports de voix et il est vraisemblable qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Bon, ce qui est déplorable, bien entendu, mais c'est à chaque élection partielle le même constat. Hein, c'est une abstention majeure. Hein, seuls les militants ou les personnes très déterminées vont au scrutin. Bon, ce qui signifie en même temps que on laisse faire, on laisse couler l'eau, hein, on regarde couler le fleuve. Bon. Donc soyons très attentifs. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez annoncé, ce qu'on entendait également ce matin et lisait dans la presse concernant le taux de croissance de la France. Moi, je n'ai pas entendu ni lu les mêmes chiffres ce matin. C'était plutôt 1,7% de taux de croissance, qui est extrêmement encourageant. Nous n'avons pas eu ça depuis 2011. Et également, l'INSEE projette une capacité d'investissement des entreprises en très forte hausse, ce qui est également un très bon signe, mais nous le sentons. Jean-François Benon, qui s'est exprimé, j'imagine, tout à l'heure, nous avons des frémissements qui sont vraiment très encourageants à l'occasion des vœux chez les CPME ou au MEVO. Ça sera donc très bientôt, c'est demain que nous aurons ainsi le contact avec les professions. Donc c'est bon. Et puis notre département est un très beau département. Il faut quand même le rappeler à nos auditeurs. Le Val d'Oise a des majors magnifiques, des grandes entreprises et un tissu de PME exceptionnel de créativité, d'organisation. Et ça, c'est un fleuron en Île-de-France. Sur le dernier point, le métro express. Nous sommes là bientôt dans un scandale. C'est politiquement le comportement du gouvernement aujourd'hui comme hier, et celui vraiment d'une irresponsabilité quand il s'agit d'un enjeu absolument stratégique en termes économiques et sociétal. On a voulu, c'est Nicolas Sarkozy qui a lancé, et c'est lui qui a eu cette initiative, c'est lui qui a pensé que il fallait faire de Paris une ville-monde, une ville-port, avec des structures qu'on n'a pas mis en place depuis 100 ans. Plus de 100 ans, puisque rappelez-vous, le métropolitain, c'est 1910. Bon, il a été d'ailleurs financé sur un siècle. On vient seulement de terminer l'amortissement de cet immense chantier. Le métro express, c'est pareil. Ce que nous regrettons, c'est qu'il ne soit qu'au profit de la petite couronne, qui en a certes besoin, notamment socialement parlant, économiquement toujours. La grande couronne, qui participe au financement, ne l'oubliez pas. Mesdames et messieurs les auditeurs, auditrices, vous mettez 10 euros par habitant pour la réalisation d'une énorme et magnifique infrastructure dont vous n'allez peut-être pas bénéficier. Alors, le chiffre, bon, on a dit 23 millions, 23 millions, c'était faux à l'époque, on savait que ça valait 29, on le savait, il y a des rapports qui l'ont souligné à l'époque, on a tout de même pris la décision politique. Bon, aujourd'hui, ça peut valoir peut-être 35 milliards, mais qu'est-ce que c'est au regard d'autres investissements qui ont été dilués, au regard du déficit même de la France, alors que le tiers du PNB de notre pays est en Île-de-France. Il faut le soutenir absolument. Nous avons là un enjeu stratégique absolument majeur. Quand
au rapport de la Cour des comptes. J'avais une très grande confiance dans ces rapports. Aujourd'hui, nous avons tendance à douter de l'inclination politique parfois. Et les rapports qui ont été notamment consacrés aux dépenses des collectivités territoriales nous semblent complètement faussés. Alors sur ce sujet du transport, les franciliens se posent une autre question. C'est que dans ce projet, toujours pas d'interconnexion de la ligne H à Saint-Denis-Pleyel. Et donc la question, c'est la France n'est-elle pas capable de se doter de grands projets? Eh oui, grande question. Mais là, ça ne concerne pas les franciliens, mais les valdoisiens. Puisque la ligne H, pour nos auditeurs, les valdoisiens la connaissent sans doute, c'est cette ligne qui part de la gare du Nord et qui part en trident, en quelque sorte, puisque c'est Pontoise d'une part, Persan-Beaumont et puis Montsoult. Cette ligne H va tangenter à quelques dizaines de mètres, allez, une centaine de mètres, la grande station, le pôle central du métro express, c'est-à-dire Pleyel, cette station souterraine à 29 mètres de profondeur. Aujourd'hui, nous avons un sentiment qu'après des études techniques, mais il suffit de mettre quelques dizaines d'ingénieurs sur cette question pour nous dire que rien n'est possible ou tout est possible, et l'inclination politique fait qu'ils ne veulent pas faire des dépenses, qui est évaluée à environ 250 millions d'euros, c'est vrai. La rupture de charge pour les usagers, ça sera assez long, c'est au moins 10 à 12 minutes entre la sortie de la gare, qui serait la gare du stade aujourd'hui, celle qui est desservie par la ligne D en particulier. Donc c'est long, mais c'est nécessaire, absolument nécessaire. C'est 350 000 usagers qui sont en cause et à qui vraisemblablement on va refuser ce confort. Alors, autre information, le fondateur d'IKEA, Ingvar Fedor Kamprad, est décédé ce week-end, il avait 91 ans. Il a créé une entreprise dont la gestion est maintenant un modèle dans les cours de management. Et comme il détestait la bourse, il a créé 2 fondations où ses 3 fils travaillent afin de mettre l'entreprise à l'abri des spéculateurs et qu'elle puisse perdurer. Savez-vous qu'IKEA utilise 1% de la production de bois mondiale et que son catalogue est distribué à plus de 250 millions d'exemplaires dans le monde? Bon, nous allons faire une petite pause cette fois-ci cuisine avec notre chroniqueuse Jackie qui vient d'arriver alors qu'elle se crée de recettes, ou est-ce une recette aujourd'hui? Bonjour Jackie. Bonjour, donc c'est une recette qui va nous rappeler notre enfance puisque je vais vous proposer une crème brûlée au carambar. Donc pour 4 personnes, il vous faut 12 carambars, 3 jaunes d'œufs, 40 g de sucre, 2 carrés de chocolat noir, 35 centilitres de crème liquide. Vous allumez le four en chaleur tournante à 110 degrés ou thermostat 4. Vous faites chauffer doucement la crème liquide dans une casserole en ajoutant les carambars et vous mélangez jusqu'à ce que ces carambars soient complètement fondus. Pendant ce temps, vous fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Hors du feu, vous ajoutez dans la crème avec les carambars les 2 carrés de chocolat, vous mélangez bien. Et vous versez cette crème sur le mélange œuf-sucre et vous mélangez parfaitement. Vous versez cette préparation dans 4 moules individuels et vous enfournez dans le four chaud. Et vous laissez refroidir avant de déguster cette délicieuse crème pour petits et grands. Merci beaucoup Jackie. Nous revenons avec nos invités. Donc Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, vice-président du conseil départemental, Jean-François Benon, directeur général du CEVO, et Angèle Nguyen Van Ho, qui est venue nous annoncer la création d'un projet extraordinaire, un projet d'artiste donc virtuel, on va dire, mais qui va prendre forme le 14 juin à Anguin-les-Bains, au Centre des Arts, à l'occasion des bains numériques. Alors, un petit mot pour continuer sur le développement du Val d'Oise, peut-être, Jean-François? Oui, le département aujourd'hui se situe dans une dynamique dont on évoquait tout à l'heure quelques chiffres au niveau national. On ressent évidemment sur l'ensemble des territoires du département, et c'est le cas autour de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est le cas dans le bassin d'Argenteuil, autour de Besançon également, où de nouvelles entreprises ont fait le choix de s'implanter. Il y a quelques mois, la société Dell a décidé de s'installer à Besançon. C'est un bon signal. Elle est venue rejoindre la société EMC, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du
stockage des données informatiques, et l'arrivée de Dell, qui est quand même une entreprise tout à fait significative qui s'installe dans notre département. Ça vient apporter du sens par rapport à toutes les sociétés qui, sur les bords de Seine aujourd'hui, entre Argenteuil et Besançon, ont décidé de s'implanter. Je pense à Atos, évidemment, et c'est le cas du fabricant de logiciels Sophos, qui est également installé maintenant dans ce secteur de notre département, qui est la véritable porte d'entrée sud du Val d'Oise. On a une dynamique également autour de Cergy-Pontoise qui ne se dément pas, et étonnamment, et puis avec plaisir, on voit aujourd'hui se développer des manifestations d'intérêt d'entreprises industrielles, de PME, PMI, de très belle qualité industrielle, pour des parcs d'activités de taille plus réduite et parfois situés dans des zones plus rurales du département. C'est le cas autour d'Henry, de Boissy-l'Aillerie, autour de Vigny, dans lequel de très belles sociétés sont en train de lancer la construction. C'est le cas de M2M qui va lancer un vrai campus technologique à Vigny le long de la route départementale 314. C'est le cas également du côté de Viarmes, dans des parties du département que l'on considérait un peu rurales. Aujourd'hui, ces intercommunalités développent des parcs d'activités de taille réduite, à haute qualité environnementale, parfois avec des chartes environnementales d'ailleurs, qui accueillent des entreprises de pointe de type PME, PMI. Voilà. Donc la dynamique aéroportuaire ne se dément pas. Le nombre de passagers sur l'aéroport Charles de Gaulle continue à augmenter. On a aujourd'hui atteint quasiment les 70 millions de passagers à Charles de Gaulle. Vous savez que les chiffres sont toujours les mêmes. 1 million de passagers en plus à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est 2000 emplois directs sur la plateforme elle-même créés, et c'est 2000 emplois à peu près créés autour de la plateforme, ce qui veut dire que c'est une véritable dynamique en termes d'emploi qui se développe. On évoquait ça il y a quelques jours avec vous autour du thème des métiers de la sécurité. Les entreprises de la sécurité, évidemment, vont beaucoup recruter dans les mois et les années qui viennent dans notre département. La partie aéroportuaire le nécessite. Il y a aujourd'hui à peu près 4000 emplois qui sont ouverts sur l'aéroport pour les mois qui viennent en termes d'agents de sécurité et de tous les métiers liés à ce secteur dominant. Mais on a également beaucoup d'emplois dans ce domaine à haut niveau technologique autour d'entreprises phares comme Thales, comme à Cergy-Pontoise, comme Safran, Sagem Défense Sécurité, ou comme dans toutes les entreprises qui gravitent dans le domaine du contrôle d'accès, de la sécurité physique et incendie, ou de la biométrie, où nous avons, vous le savez, des leaders mondiaux qui sont implantés à Oni. Voilà, donc ce phénomène global, national nous touche. La dynamique aéroportuaire avec le développement à la fois du groupe Air France-KLM, mais surtout l'arrivée de nouvelles compagnies qui sont dans le secteur du low-cost moyen courrier et du low-cost long courrier. Tout ce phénomène fait que la dynamique est toujours présente dans le Val d'Oise et que l'on s'en félicite. Il reste évidemment toujours un combat à mener, c'est de permettre que tous ces emplois qui se créent dans le Val d'Oise soient occupés prioritairement par des habitants du Val d'Oise. Et ce que disait Philippe Sueur tout à l'heure est déterminant, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de favoriser de la création, de l'arrivée de nouvelles entreprises et de la création d'emplois. Si ces emplois ne bénéficient pas prioritairement aux habitants en proximité du territoire, on a fait finalement que la moitié du chemin, et c'est un peu là que le bas blesse. Quand on n'a pas les infrastructures de transport qui permettent d'accéder aux emplois, c'est un véritable problème. Il est souvent plus facile, et la caricature c'est l'aéroport Charles de Gaulle, de venir travailler à Charles de Gaulle en arrivant de la ville de Paris par le RER qui est fréquent, direct et régulier, ou en venant de l'Oise parce qu'il y a aujourd'hui des liaisons routières plus faciles sans embouteillage, que de venir malheureusement de Sarcelles, de Villiers-le-Bel ou de Garges-les-Gonesse. C'est un combat qui date de 20 ans, ou peut-être même plus, mais il faut absolument gagner ce combat. C'est pour ça que l'arrivée de nouvelles liaisons et de nouvelles infrastructures, comme la ligne 17 du métro automatique du Grand Paris, est quelque chose de déterminant et qu'il faut vraiment que tous les acteurs du monde socio-économique se battent pour que la pression soit forte sur les décideurs, pour que les engagements qui ont été pris soient tenus. C'est pas simplement une question de principe, c'est vraiment une question d'accessibilité d'emploi pour les habitants du Val d'Oise. Alors Jean-François, il nous reste que 2 minutes avant de rendre l'antenne. Pour les prochains voyages d'études, quels sont-ils, quand, dans quel pays? Bon, écoutez, il n'y a pas de véritable voyage d'études. Par contre, on a des missions très concrètes qui sont déterminantes. Le CEVO sera présent avec un certain nombre d'intercommunalités, de partenaires du Val d'Oise
au salon du MIPIM, qui est le grand salon de l'immobilier d'entreprise internationale. Nous y sommes chaque année depuis une vingtaine d'années. C'est le rendez-vous de tout ce qui compte en matière d'aménageurs, de promoteurs et de tous les spécialistes au niveau international qui regardent des opportunités d'investissement dans l'immobilier d'entreprise. Et donc le CEVO aura un stand, comme chaque année, sur ce grand salon, aux côtés de Paris Région Entreprise, l'Agence régionale de développement. Et dans le cadre d'un grand pavillon qui s'appelle Paris Région, nous allons faire la promotion de l'attractivité économique immobilière de notre département. Ça se passe au mois de mars à Cannes. Donc au mois de mars à Cannes, rendez-vous au MIPIM. Au MIPIM, absolument. Merci beaucoup. Merci. 14 et 16 mars. Merci beaucoup à tous nos invités aujourd'hui. Chers auditeurs, on vous remercie de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. À demain. On se quitte en musique avec la musique d'Angel Nguyen Vano. Et puis voici après l'arrivée d'Isabelle Durand et de son équipe. Bonne journée. Merci. Et voilà. Ah bah je vais mieux qu'en arrivant. En arrivant, j'étais cassée. Ça booste, hein, ça donne de l'énergie. J'avais mal au cœur. Bon, j'ai mis en ligne, j'ai vu que tu avais liké. On est pas nous, les connectés. Avant même de sortir, c'est déjà en ligne. C'est-à-dire que moi, C'est bien, ça a été suivi.